pour rendre plus importante encore cette réalité qu'est la finance verte, parce qu'elle nous aidera dans la résolution d'un problème existentiel pour nous et pour nos générations futures. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, mon nom est David Tchouprina, je travaille pour Candriam, qui est une société de gestion qui appartient à un groupe américain qui s'appelle New York Life. Nous sommes basés à Paris et à Bruxelles. Et au sein de Candriam, je suis responsable pour les portefeuilles clients ESG. Voilà pour moi. D'accord. Et juste pour reprendre un petit peu, combien la sous-gestion Candriam Nous gérons un peu plus de 120 milliards d'euros pour une clientèle, on va dire, principalement institutionnelle, en tout cas en France, mais qui est une partie aussi retail qui grandit. Et dans ces 120 milliards, plus d'un tiers sont gérés dans des stratégies qui mettent fortement l'accent sur la dimension durable, de différentes manières, en fonction des classes d'actifs, des régions. D'accord. Et il y a une actu particulière pour un lancement de fonds. J'ai cru comprendre qu'il y avait un nouveau fonds qui se lançait. Oui, tout à fait, oui. Donc nous avons lancé récemment un fonds qui s'appelle Candriam Climate Action. Et ce fonds a la particularité de se focaliser d'un point de vue très bottom-up sur des entreprises que nous avons sélectionnées parce qu'elles apportent une vraie solution, indépendamment du secteur, il ne s'agit pas de faire un fonds d'exclusion, mais des solutions positives et orientées sur le long terme au changement climatique. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que nous vivons dans un monde aujourd'hui où la croissance économique est le paradigme premier. Dans ce cadre-là, ça concerne aussi même les caisses de retraite, par exemple, qui doivent, par leurs investissements, générer de la rentabilité pour assurer le paiement des futures pensions. Donc, dans ce cadre-là, certaines entreprises sont plus à même que d'autres à croître dans un monde qui, par ailleurs, doit faire décroître ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, notre travail, nous, en tant qu'allocataires de capital confié à nous par nos clients, c'est de trouver les entreprises qui parviennent à apporter des solutions au changement climatique. Alors bien sûr, on pense tous aux énergies renouvelables. C'est la première chose, les panneaux solaires, c'est évident. Mais au-delà de cela, il y a d'autres secteurs auxquels on pense peut-être moins, comme par exemple l'efficacité énergétique. Je vous donne deux exemples d'entreprises, très brièvement. La première, c'est Kingspan. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît Kingspan. C'est une entreprise qui fabrique des isolants thermiques. Alors ça a l'air bête comme ça, mais quand vous remplacez au sein d'un immeuble l'isolation thermique existante par une isolation beaucoup plus performante, vous réduisez la perte de chaleur au sein de l'immeuble et donc vous diminuez aussi les besoins de chauffage ou de refroidissement l'été et donc le bilan carbone de cet immeuble. Vous faites ça à grande échelle en utilisant les produits d'une société comme Kingspan. Et je ne suis pas du tout en train, j'ai mon officier de compliance qui me parle là dans l'oreillette, je ne suis pas du tout en train de vous dire acheter Kingspan, c'est peut-être d'ailleurs très cher, mais ce type de société apporte de vraies solutions et pas très technologiques finalement. On ne parle pas de high-tech, d'intelligence artificielle, pas du tout. C'est vraiment des solutions presque de bon sens. Un deuxième exemple, c'est Tomra, une société qui, elle, installe des automates pour récupérer les bouteilles en plastique. Dans certains pays, ce n'est malheureusement pas le cas de la France, parce que c'est peut-être pas assez high-tech pour les éminences françaises qui décident, mais en même temps, c'est du bon sens. Vous achetez une boisson dans une bouteille en plastique, vous payez 50 centimes pour la bouteille, et ces 50 centimes, vous les récupérez lorsque vous ramenez la bouteille, et Tomra fabrique les automates qui vont récupérer la bouteille, vous rendre vos 50 centimes, et envoyer la bouteille au recyclage et la recycler. Encore une fois, on ne parle pas ici de high-tech, ces automates, en termes technologiques, c'est de l'industrie du milieu XXe siècle, mais ils ont 70% de part de marché, dans des marchés qui sont en pleine croissance. Imaginez qu'en France, par exemple, on n'en est pas encore là, on pense à la Chine, où ils commencent à pénétrer le marché. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement, mais une entreprise intéressante. Et un autre exemple de ce que nous cherchons. Alors bien sûr, on va aussi investir dans des entreprises plus orientées sur la disruption technologique,
par exemple sur des technologies liées au stockage d'électricité, des batteries, des technologies qui dépassent les limites du lithium-ion, la technologie sur laquelle aujourd'hui nous reposons pour toutes les batteries qui équipent nos équipements. Il y a d'autres technologies qui arrivent et des entreprises qui investissent là-dedans. Donc là, on parle plus de disruption technologique, mais aussi des secteurs avec un fort potentiel, à la fois économique et en termes de réduction de notre empreinte climatique, notre impact sur le changement climatique. Je propose de passer la parole à Alain et peut-être commencer par une présentation. D'accord, donc moi je m'appelle Alain Pitou, je suis directeur de la finance responsable chez OFI. Alors OFI, 75 milliards d'actifs gérés, pratiquement essentiellement pour des institutionnels, avec OFI est un acteur historique de l'ISR, puisqu'en fait notre premier fonds ISR date de 1998, donc une certaine antériorité dans le domaine. Alors on travaille essentiellement pour les institutionnels, essentiellement français, on commence à s'élargir en Europe. Donc ça c'est une particularité assez forte. Et on a, je l'ai peut-être déjà dit, 75% de nos encours qui sont gérés sur une stratégie ISR. Alors pour ça évidemment c'est une culture qu'on a portée dans l'entreprise depuis un certain temps, avec des équipes dédiées, que ce soit côté analyse, côté gérant. Et puis, quelques particularités. Une particularité importante pour OFI, c'est d'être propriétaire de ces données. Alors, c'est un enjeu extrêmement important pour ce business, hein, qui est quand même très fondé sur des données donc extra-financières qui n'ont pas aujourd'hui encore nécessairement un historique très très long. Donc, nous, on possède nos propres données, notre propre analyse sur ces données. Donc, c'est un point assez clé pour nous. Et on est très actifs sur ce domaine. Ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, et ça, on l'a développé avec nos clients depuis le temps, depuis ces années de travail avec eux, c'est une relation de proximité qui s'est développée aussi dans les services. C'est-à-dire qu'évidemment, on a des fonds et des mandats dédiés pour nos clients institutionnels qui nous portent un certain nombre de contraintes, qui sont des contraintes assurantielles, des contraintes d'exclusion, des contraintes de type de gestion. Donc ça, évidemment, on le fait. Et puis, on leur offre énormément de services. Alors, je rebondis sur ce que disait M. Barroso tout à l'heure. En fait, la réglementation évolue. Alors, il y a des réglementations contraignantes, on les connaît tous. Et puis, il y a des réglementations qui poussent les acteurs pour informer leurs parties prenantes au sens large. Ça peut être des actionnaires, ça peut être des clients, à communiquer. Alors, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'article 173, la LTE, dont les entreprises et les institutions doivent communiquer sur leur politique sur le plan ESG. Donc il y a une forme de volontariat et on le voit, c'est une tendance qui est portée depuis un moment par beaucoup d'institutionnels. Et donc nous, on les aide pour rédiger leur rapport LTE, comme nous l'appelons. Alors ça nous donne une proximité avec nos clients. On les aide dans ce domaine, on leur fournit des informations, on leur fournit des données, puis on les aide donc à élaborer ces rapports LTE. Voilà, en quelques mots. D'accord. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine notion de trajectoire de degré? Alors ça, on va dire, on est dans notre actu aujourd'hui. C'est-à-dire que la première étape pour beaucoup d'institutions, beaucoup d'entreprises, c'était ces rapports LTE. Encore une fois, basé quand même un peu aujourd'hui sur le volontariat. Ça va devenir contraignant au fil du temps, mais aujourd'hui, c'est encore, on va dire, entre guillemets, du volontariat. Et il y a une autre étape qui apparaît aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour de l'évolution du changement climatique. Et effectivement, les entreprises, un peu de la même façon qu'il y a ce fameux LTE, il y a ce qu'on appelle les rapports TCFD, dans lesquels les entreprises et les institutions doivent dire qu'est-ce qui va se passer pour elles si on continue la trajectoire actuelle, qu'est-ce qu'elles vont faire dans tel et tel type de configuration, donc tout un tas de scénarios à élaborer pour réduire leur empreinte carbone, pour réduire leur empreinte carbone d'un côté, et puis éventuellement aussi être une source d'opportunité. Alors je pense que les entreprises qu'ont cité David font partie de ces entreprises qui vont, alors peut-être pas Tomra, mais peut-être la première, qui vont profiter, qui ont peut-être des brevets, et qui vont profiter de ce qui va se passer dans l'évolution climatique dans les années qui viennent. Alors c'est du très long terme, hein. C'est aussi pour ça qu'on est très concentré sur les institutionnels qui ont cette vision longue devant eux. Et ben donc ces rapports TCFD, donc on travaille dessus. Alors c'est un énorme travail parce que il y a toute une méthodologie à construire. C'est pas aujourd'hui, elle n'est pas disponible simplement. Donc on travaille en interne sur l'amélioration des méthodologies pour identifier ce qui va se passer pour les entreprises. Donc c'est une forme
scénarisation de ce qui peut se passer. Et puis, on travaille effectivement aussi avec des prestataires externes qui nous aident à élaborer ces scénarios et qui nous aident à collecter les données. Encore une fois, c'est quand même l'enjeu pour élaborer des stratégies, c'est d'avoir les bonnes armes pour le faire. Voilà. C'est clair. On avait pu faire un dossier thématique dernièrement sur Green Finance avec les différents points importants thématiques pour chacun, avec leur vision un peu au niveau stratégique. Et au sein de OFIAM, ça donnerait sur quel sujet, en quelque sorte, quels sont les points les plus importants? Alors, comme on l'a décrit, hein, c'est l'évolution autour du climat. Donc, on a des produits qui vont aller dans ce sens, qui vont identifier des entreprises qui peuvent profiter de ce qui va se passer et qui elles-mêmes vont travailler pour réduire leur empreinte carbone. Donc ça, c'est le genre de fonds sur lesquels on travaille en ce moment. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est vraiment une actualité très importante pour nous, c'est aider nos institutionnels, nos grands clients, à élaborer leur rapport climatique pour que justement on aille dans ce sens-là. Donc on est sur un travail de méthodologie avec nos clients pour répondre à ce besoin. Donc ça, c'est, on va dire, c'est la phase un peu actuelle et un peu ultime du développement, mais il y a encore beaucoup à faire sur les différents axes de la gestion ISR. C'est améliorer les process ESG pour qu'on intègre le maximum de données, qu'on puisse être parfaitement en ligne avec ce qui se passe sur les marchés, parce qu'il y a aussi cette notion d'être efficace sur les marchés. Et puis, il y a des produits qui sont en cours de développement et qui sont en vente aujourd'hui, des produits, ce qu'on appelle impact, où on va retrouver, dans le fond, des valeurs qui, parce que c'est notre rôle aussi, d'être les valeurs qui vont profiter de ce qui va se passer. Alors, ce n'est pas seulement climatique, là, on s'éloigne un peu du cadre simplement climatique, mais qui peuvent être des entreprises qui, par leur comportement social, leur comportement de gouvernance, vont être des entreprises qui vont gagner et avoir un impact sur la société au sens large et qui vont en profiter sur le plan boursier. Voilà. D'accord. Je propose de passer avec la parole à Olivier. Oui, bonjour à tous, c'est donc Olivier Cassé. Je vais essayer de faire vite parce que sinon on va être encore là demain matin et pour le coup sur notre empreinte carbone, à mon avis, on ne va pas être très très bien. Donc je suis Olivier Cassé, je suis gérant de fonds ISR, donc pour l'investissement socialement responsable, investi sur les actions européennes chez Generali Investment. Donc chez Generali, que vous connaissez bien, le grand groupe d'assurance italien, on a développé une vocation assez forte sur la finance verte et plus largement sur l'investissement socialement responsable. Ça fait partie de notre ADN pour une raison assez simple, c'est que c'est lié à notre métier primaire de l'assurance. C'est-à-dire qu'on vient assurer une clientèle d'entreprise sur un risque corporate, on vient assurer une clientèle de particuliers sur un risque, par exemple, sur la santé. Donc les primes qu'on collecte de ces clients-là, qu'on place sur les marchés financiers en attendant de les reverser sur d'éventuels sinistres, bien évidemment, il faut les investir de façon responsable. Parce qu'il serait un non-sens total d'aller investir sur ces primes-là sur des activités risquées qui pourraient justement engendrer un surcoût pour les activités d'assurance. Et juste pour illustrer un petit peu ça, vous redonner quelques chiffres sur l'année dernière, sur le coût total des catastrophes naturelles pour le secteur de l'assurance, c'est 175 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'on a un vrai lien entre l'activité primaire de Generali sur les activités d'assurance et l'investissement socialement responsable qui vise à investir tout simplement de façon responsable sur tous les marchés, sur toutes les classes d'actifs et sur toutes les géographies. Et quelle est exactement la demande en produits ISR? Il y a une demande particulière ou Alors, j'ai quelques cheveux blancs, donc moi les produits ISR, je les connais depuis très longtemps et c'est assez incroyable, parce que c'est des produits qui existent au final depuis 20-25 ans, même davantage, et au final on voit un développement marqué de ces produits-là depuis 18 mois, 24 mois, et particulièrement en France. Moi je me déplace beaucoup en Europe pour justement commercialiser ces produits. On a un vrai intérêt sur le marché français de tout type de clients, c'est-à-dire que on a une demande de la clientèle institutionnelle, et d'abord, ça a d'ailleurs commencé par cette demande-là, c'est-à-dire qu'en France, on a eu, alors sans rentrer dans des sujets techniques, mais l'article 173 au niveau français qui incitait et qui obligeait les grands investisseurs institutionnels à intégrer les critères ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance, dans leur politique d'investissement. Donc quand vous obligez ces acteurs-là à intégrer ces critères, bien évidemment, ils doivent être plus transparents, et donc ça les incite à changer leurs investissements
et de faire des investissements un petit peu plus responsables. Donc ça a commencé de manière très très forte par la clientèle institutionnelle il y a de cela 2 ans. Et puis aujourd'hui, on le voit un petit peu plus largement sur la clientèle de particuliers. Et là, je pense qu'on en débattra un petit peu plus tard, mais on est sur un phénomène de société. C'est-à-dire que on le voit aujourd'hui, hein, quand on veut acheter une voiture, on veut acheter une voiture un petit peu plus propre, donc on est en train de délaisser le diesel. Dans notre alimentation, aujourd'hui, on veut manger plus sainement, donc on est en train d'acheter du bio. Et bien, dans nos investissements, les particuliers souhaitent également faire la même chose aujourd'hui et investir de façon plus responsable, en intégrant des sujets qui sont des sujets pour eux importants, de différentes sortes, liés à l'environnement, mais également liés au social. On parle beaucoup d'environnement, c'est vrai qu'on parle de finances vertes, mais l'investissement socialement responsable, l'ISR, c'est vraiment le E, l'environnement, le S, le social, et le G, la gouvernance. Donc on a des produits qui sont tournés sur l'environnement, et ça parle beaucoup aux particuliers. Et ça, c'est une nouvelle vague, hein. On avait hier une conférence sur Londres de l'investisseur responsable, et on parle beaucoup de changement climatique, du climate change, mais donc on a beaucoup de produits qui ont déjà été développés sur cette thématique-là. Mais on a une nouvelle vague, et on a un momentum qui est très très fort sur la partie sociale. Et nous, pour revenir sur notre actualité, alors c'est pas tout récent, mais on a lancé il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, chez General Investment, un fonds ISR sur la thématique du vieillissement de la population. Et d'ailleurs, au sommet du G20 qui se tient au Japon à la fin du mois, on a eu le pré-communiqué de presse pour évoquer les sujets qui seront abordés dans ce cadre-là. Et le Japon, donc, qui est, par son mix de population, le pays le plus âgé au monde, est en train, et c'était le cas du ministre japonais, d'alerter les pays à l'échelle mondiale des éventuelles conséquences, enfin, c'est pas des éventuelles, c'est pas un bon mot, c'est des conséquences qui vont arriver dans l'ensemble du monde ces prochaines années liées au vieillissement de la population. Alors on est en train de prendre en compte certaines de ces conséquences aujourd'hui. On parle beaucoup en effet du sujet de la retraite. On voit bien que le système classique qu'on connaît de nos pays, le système de répartition, il ne va plus marcher parce que la population active, du fait du vieillissement de la population et du fait d'un faible taux de natalité, est en train de baisser. Hein. C'est le cas dans de nombreux pays. Alors, d'ailleurs, on comprend des décisions politiques qui sont prises dans ce cadre-là, hein, notamment en Allemagne. Si Angela Merkel a décidé et accepté l'arrivée massive de migrants en Allemagne, c'est pour faire face à ça. En Allemagne, sur les 30 prochaines années, vous allez avoir une baisse de la population active de 25%. Donc sur un pays comme l'Allemagne, qui est un pays exportateur industriel, un manque de main-d'œuvre, ça a des impacts directs sur la croissance économique. Donc voilà, chez General Investment, on a intégré et on a lancé un fonds qui est typiquement sur le vieillissement de la population, avec pour objectif d'investir dans des sociétés qui sont des sociétés européennes, qui viennent offrir une solution par rapport aux différents défis qu'on aura à relever, aussi bien sur des sujets d'épargne retraite que sur des sujets liés à la santé, ou sur des sujets un petit peu plus larges liés à la consommation de la population des seniors à l'échelle mondiale. Et typiquement sur ce fonds, il y a une méthodologie particulière, une analyse pour en arriver à la sélection aussi. Alors ce fonds-là, au-delà d'être sur la thématique sociale attachée au vieillissement de la population, est un fonds ISR. Et là aussi, je pense qu'on peut en débattre très, très, très longuement, mais quand on parle d'ISR, encore une fois, je me répète, mais on parle de E, S et G. On parle de l'environnement, du social et de la gouvernance. Et pour moi, quand on investit ou quand on se dit vouloir investir de façon responsable, on est obligé d'intégrer ces 3 critères-là. Parce que faire de la finance verte, au final, aussi, c'est pour aller investir dans des énergies propres, pour aller faire du solaire ou de l'éolien. Mais si ces panneaux solaires sont fabriqués par des enfants chinois, enfin chinois ou ailleurs, sur la planète, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'investissement socialement responsable ou de l'investissement responsable tout court. Donc pour nous, c'est important d'intégrer vraiment ces 3 critères liés à l'environnement, au social et à la gouvernance. Et comme je le disais tout à l'heure, on a un acteur historique, donc ces activités d'assurance qu'on fait depuis très longtemps ont fait qu'on a développé en interne une méthodologie d'analyse des sociétés cotées en Europe, notamment au niveau européen, en analysant les pratiques liées à l'environnement, au social et à la gouvernance de ces sociétés européennes. Et comment on travaille? On a des équipes, on investit fortement en interne, on a des équipes en interne qui font ce travail-là. Et une entreprise va être analysée par rapport à son secteur. Et on va venir identifier pour un secteur donné les critères E, S et G qui nous paraissent comme les plus pertinents pour faire l'analyse extra-financière du secteur. Juste pour vous redonner encore une fois un exemple, quand on parle
de critères extra-financiers sur le social qui sont importants. Je le citais à l'instant, on va regarder par exemple le travail des enfants. Quand on fait l'analyse du secteur du textile, c'est un critère qui est important à regarder. Quand on va faire l'analyse du secteur bancaire, c'est absolument pas pertinent. Comme je dis très souvent, dans le secteur bancaire, on a fait plein d'erreurs, on a plein de fautes derrière nous, on se tire des casseroles, on se traîne des casseroles, mais en tout cas, il n'y a pas le problème du travail des enfants à ma connaissance. Donc l'idée, c'est vraiment, sur un secteur donné, aller identifier des critères E, S et G qui sont des critères très pertinents pour faire l'analyse du secteur et de l'entreprise. Et une fois qu'on a identifié ces critères-là, on rentre en contact avec l'entreprise, on leur demande des réponses par rapport à leur pratique sur ces critères-là, et donc on peut faire l'analyse de l'entreprise, on peut la noter et on peut la classer par rapport à son secteur. Et dans nos produits dits ISR, dans la maison Generali Investment, on ne va investir que sur les sociétés qui ont les meilleures notes dans leur secteur, et on va venir exclure généralement entre 40 et 45% des émetteurs d'un secteur donné. Donc c'est un taux d'exclusion qui est très très fort. D'ailleurs, j'ai la certitude que ce taux d'exclusion est le plus élevé de la place à la fois en France ou en Europe, mais ça nous permet aujourd'hui de dire qu'on investit de façon responsable. Encore une fois, dans cette analyse-là, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, on fait le maximum de notre côté pour pouvoir faire cette analyse concrètement en discussion avec les entreprises, pour venir exclure les entreprises qui ont les moins bonnes pratiques. Et juste pour boucler la boucle sur ce point-là, ce qui est important derrière, je pense, c'est également d'essayer d'aider les entreprises à améliorer leurs pratiques. Parce que si demain on veut un monde meilleur, c'était évoqué précédemment par M. Barroso, je pense qu'on est tous responsables. C'est-à-dire que les politiques ont un rôle à jouer, et on a des décisions qui doivent être prises au niveau politique, au niveau réglementaire, qui sont importantes. On a des décisions qui doivent être prises également pour nous, tout à chacun. Je pense qu'au quotidien, on doit se poser les questions dans nos actes et éventuellement changer certaines de nos habitudes. Et puis enfin, les entreprises ont un rôle très important. Et ce que je dis souvent, et je m'excuse de ces propos-là parce qu'on a une personne de ce cadre-là aujourd'hui, mais personnellement, je fais beaucoup plus confiance aux entreprises pour apporter des solutions par rapport aux défis qu'on a relevés sur le social et l'environnement qu'aux politiques. Même si, entre guillemets, c'est en train de changer, et la montée des Verts en France est plutôt, je pense, dans ce sens-là, une bonne chose, sans vouloir rentrer dans des discours politiques. Mais on l'a vu hier dans le nouveau programme, annoncé par Édouard Philippe, on a un volet vert qu'on n'avait pas précédemment. Donc voilà, je pense qu'au quotidien, on a un rôle à jouer, les politiques ont un rôle à jouer et les entreprises ont un rôle à jouer. Et nous, comment ça se passe? C'est quand on fait cette analyse des entreprises, on leur donne les résultats de notre analyse et on leur donne leur classement par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Et ça, voilà, on leur demande de l'information pour faire notre analyse, mais on leur redonne de l'information, et ça permet un petit peu de faire leur propre benchmarking et de voir en effet les sujets sur lesquels ils peuvent s'améliorer, sachant qu'aujourd'hui, c'est un sujet de finance ISR qui est un sujet très important, et M. Barroso l'a dit, en pleine explosion. On a vraiment une grosse demande de ce côté-là. Et donc, bien évidemment, un dirigeant d'entreprise qui sait très bien que la valorisation de son entreprise va être liée à la demande des investisseurs sur ses propres actions, le fait de mettre dans son camp, en effet, à travers certaines mesures liées à l'environnement ou social, ces investisseurs nouveaux sur l'ISR est plutôt favorable pour eux. D'accord. Moi, j'avais une autre question, peut-être par rapport à ce qu'on reproche beaucoup à la finance verte, c'est cette partie reporting, donc contrainte par rapport à tout ce qui doit être mis en place pour être vert, green, répondre à l'ensemble des critères ESG. Et peut-être qu'un de vous trois pourrait prendre la parole là-dessus. Ce rapport entre le coût et l'alpha de ce que l'on peut avoir, notamment sur respect des critères green. C'est une vraie question. On revient de loin. Quand l'ISR a démarré, chez Candriam, c'était au début des années 90, les investisseurs qui voulaient une solution responsable voyaient ça en termes d'exclusion. Je vais enlever le tabac, l'armement, le nucléaire, pourquoi pas, ça dépend des pays, et je réduis mon univers d'investissement. Et de cela découlait, c'était en tout cas la perception, une perte d'alpha, de performance, vu que si jamais, pendant les 5 prochaines années, le secteur produisant des produits à base de tabac surperforme tous les autres marchés, je serai pénalisé en relatif. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand nous intégrons de la dimension ISR dans nos investissements, nous allons faire ça de façon beaucoup plus fine, c'est-à-dire que, comme ça a déjà été évoqué, on va chercher quel facteur est pertinent pour un secteur donné.
On avait le secteur tout à l'heure de la banque, travail des enfants dans le secteur financier. Ben, par exemple, c'est un secteur qu'on ne va pas regarder. Et on va chercher les facteurs qui, on va parler de matérialité, qui sont matériels pour ce secteur-là, pour cette entreprise-là. Ça veut dire qu'ils sont liés à la performance financière de l'entreprise. L'entreprise qui, aujourd'hui, dans le secteur, par exemple, de la production de voitures, qui néglige ses émissions de CO2 à partir de 2021 en Europe, va devoir payer chaque année une amende significative. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros par constructeur. Si ces émissions moyennes de sa flotte de voitures sont au-dessus de 95 grammes par voiture et par kilomètre. Aujourd'hui, aucun constructeur n'y est. Il n'y a qu'un seul constructeur au monde qui est sur une trajectoire qui lui permettra de respecter cet engagement. Tous les autres n'y sont pas. Donc là, on voit qu'il y a une matérialité qui est liée à la performance. Et donc aujourd'hui, parler d'ISR comme étant négatif d'un point de vue de la performance, c'est tout simplement faux. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites. Nous avons fait une l'année dernière sur les marchés émergents actions. On s'est intéressé, chez Candriam, à mesurer quel était l'apport ou au contraire le coût de nos filtres ISR sur notre univers investissable dans les actions marchés émergents. Donc, il faut savoir que depuis plus de 10 ans, nous avons une stratégie responsable dans les marchés émergents actions qui exclut aux alentours de 40% de l'univers investissable. 40%, c'est à la fois peu et beaucoup. Ça dépend si c'est fait de façon neutre au niveau sectoriel ou pas. Ce n'est pas pareil si vous enlevez 3 secteurs qui représentent 40% de l'univers ou si vous enlevez 40% de chaque secteur. Il vous reste chaque fois alors 60% par secteur. Vous pouvez toujours diversifier votre fonds, mais vous avez enlevé les pires émetteurs. C'est notre approche, évidemment. Et on a vu que l'univers responsable, donc les entreprises les plus responsables avec la meilleure note, avaient, sur les 10 dernières années, en fait, avaient surperformé l'indice standard, MSCI, Emerging Market Equity. Donc on voit qu'il est possible de faire de la performance et en même temps d'investir de façon responsable. Et juste par rapport au FIAM, est-ce que vous voyez ça différemment ou Alors, pour compléter, je pense qu'on est aligné, c'est-à-dire qu'en fait, on fait les mêmes études sur les exclusions et de voir sur un portefeuille ESG sa performance par rapport à un indice. Au fil des années, sa performance est meilleure que la performance de l'indice. Donc c'est assez démontré. Et en fait, c'est pas si vieux que ça, effectivement, parce que bon, avant, on n'avait pas forcément les données pour analyser ça. Je pense que le gros changement et la première prise de conscience des investisseurs, ça date de la crise 2008 et le batch retour de 2012 avec la crise de la zone euro. À ce moment-là, les entreprises mal gouvernées ont explosé. Donc il y a eu clairement un focus sur cet aspect-là et on a pu démontrer que, alors c'était pas l'environnement, c'était probablement pas le social encore à ce moment-là, mais la gouvernance a clairement démontré qu'il y avait cet aspect d'impact sur la performance. Donc ça, c'est quand même le premier point. Et nous, c'est aussi, avec nos clients institutionnels, c'est pour ça qu'on a la gouvernance dans nos critères les plus importants de l'analyse ESG. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on voit, et c'est la première fois depuis qu'on a ces réflexions autour de l'ESG, que les investisseurs qui s'amusent à aller acheter les entreprises qui ont un drapeau rouge ESG perdent énormément d'argent. Donc là, c'est factuel, hein, on le voit, il y a des accidents régulièrement. Donc un des plus célèbres, c'est Volkswagen. On a un accident en cours avec Bayer. On a un accident en cours avec Deutsche Bank. Enfin, c'est des valeurs qui ont un drapeau rouge depuis longtemps sur le plan ESG et qui ont clairement sous-performé avec une perte en capital qui est énorme. Et après, sur l'aspect un peu plus long, ma réflexion, moi, c'est de me dire que l'allocation de capital actuelle, et c'est pour ça que peut-être les États ont du mal à gérer cet aspect-là, c'est que c'est un problème de capital, en fait. Hein. C'est-à-dire que le capital actuel, il me semble qu'on est assez d'accord aujourd'hui ici, sinon on ne serait probablement pas là pour en parler, l'allocation actuelle ne va pas. C'est-à-dire qu'elle ne va pas conduire à quelque chose de positif pour la société. Donc, et pour le capital lui-même. Donc il faut réfléchir à cette allocation et c'est vraiment ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté qu'on a. Alors ça commence à passer dans le public. Hein. C'est vrai qu'on est partis tous du monde institutionnel et on voit les banques privées qui commencent à s'intéresser, les sélectionneurs de fonds. Et ça commence à venir pour le client, on va dire, particulier, classique d'un réseau bancaire. On voit monter cette demande. C'est encore pas totalement avéré, mais enfin ça commence à venir.
Et on sent bien que c'est une nouvelle allocation de capital qui va permettre deux choses, c'est de préserver, et ça c'est le rôle qu'ont beaucoup d'institutionnels, les assureurs, etc., de préserver ce capital, et puis aussi de le faire fructifier en allant vers des entreprises qui vont, encore une fois, profiter de cette évolution. Et ça, le jour où on commence à s'en rendre compte, on s'en est d'abord rendu compte sur un plan négatif, on va dire, en excluant quelques entreprises. Et là, le monde de l'ISR est en train d'évoluer pour aller chercher les entreprises les plus vertueuses. Avec cette idée, je rebondis sur ce que disait Olivier, c'est que il y a cet esprit un peu ouvert, c'est-à-dire que les méthodes qu'on utilise nous, on les explique à nos clients, on n'hésite pas à faire partie de groupes de travail pour focaliser des réflexions sur un thème parmi d'autres. Et il y a aussi un autre thème qui arrive, et ça c'est encore... on va dire, c'est vraiment très sous-jacent, c'est, bon, il y a l'ESG, les exclusions, l'impact, et puis nous on voit poindre une demande de la part de nos clients institutionnels, alors ça sera peut-être pour les clients privés, mais plus tard, sur l'engagement, c'est-à-dire que des investisseurs, des entreprises, des assureurs nous demandent de sélectionner pour eux des entreprises qui ont un engagement, alors c'est essentiellement souvent social, hein. Là aussi c'est des engagements très longs. Alors on cite assez souvent le problème du travail des enfants, et on se rend compte assez rapidement que ça débouche sur des aspects et des contraintes et des environnements très complexes à mettre en œuvre. Et là, le long terme est la clé pour réussir dans ce domaine-là. Même chose, on travaille avec nos clients en harmonie pour travailler sur ce thème.